Bienvenue dans ce café littéraire. Merci d'être avec nous. Avec ce titre Douleur de femme au pluriel, Douleur de femme au cœur de 3 livres. Nous sommes en compagnie de Carole Fives. On va faire comme à la télé, vous verrez le livre, c'est mieux. Tenir jusqu'à l'aube. Il y a également Amandine D, La femme brouillon, et Perrine Lequérec pour Rouge pute. Alors, dans Douleur de femme, il y a ce pluriel parce que, évidemment, ce sont des réalités vécues par les femmes, mais avec des géométries, des souffrances variées et même des dramaturgies du quotidien qui ne sont pas les mêmes. Si on commence avec vous, Amandine, vous nous parlez de ce piège dans lequel peut tomber finalement la mère qui sommeille en chaque femme. Finalement, il y a le féminisme, il y a des grandes utopies, il y a des grands combats pour les femmes. Puis à un moment, on se retrouve maman, prisonnière un peu des clichés que les autres peuvent avoir sur vous, avec de nouvelles obligations. Votre écriture est assez inspirée, du moins c'est ce qu'on lit sur vous, du quotidien et de la place que l'on peut avoir dans la société, du regard que l'autre va poser aussi sur le rôle qu'on va tenir dans cette société. Donc cette femme brouillon que vous faites exister à travers ce livre, à travers cette maternité qui arrive, qui va engendrer pour elle de nouvelles obligations, même une nouvelle façon de se comporter. Les autres vont se comporter différemment avec elle. Elle est née comment, cette femme brouillon ? Autrement dit, est-ce qu'elle est partie de l'expression qui nous occupe comme point de départ, de douleur de femme, de ces privations, des conséquences de la maternité? C'était cette réflexion qui résonnait dans votre cerveau pour faire naître cette femme brouillon? Bonjour à toutes et tous. En fait, le désir d'écriture de ce livre est né du fait que j'avais le sentiment qu'on était souvent coincé entre 2 discours dominants par rapport à la maternité, à savoir un discours qui décrirait la maternité comme étant forcément un avènement dans la vie d'une femme, forcément comme quelque chose qui est doux, qui est épanouissant, qui est bonheur, qui est miel, etc. Et l'autre pôle, on va dire, qui va être plutôt la maternité est un piège, c'est un piège du patriarcat, il faut surtout pas y tomber, etc. Et donc j'ai eu le sentiment en fait que la maternité finalement, elle était toujours réduite à ces deux pôles, à ces 2 discours dominants. Et en fait, l'idée de la femme brouillon, c'est quelqu'un qui justement va essayer de tracer un chemin tierce en fait entre ces 2 discours qui pour moi sont aussi vides l'un que l'autre. Et vraiment, alors je reviens un petit peu sur le titre, c'est pas du tout un livre qui parle de douleur de femme, ou en tout cas vraiment c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. C'est un livre à la fois qui parle de colère et qui parle de joie aussi. Et j'ai vraiment tenté de tricoter les 2. J'ai voulu dire la colère d'une femme qui se retrouve effectivement réduite à partir du moment où elle vit l'expérience de la maternité, où elle se sent réduite dans le regard des autres. Mais j'ai aussi voulu parler de la joie qu'il y avait à rencontrer son enfant. Et la femme brouillon, c'est justement celle qui ne choisit pas. Au début du texte, la femme brouillon, c'est celle qui a le sentiment qu'en fait, elle est pas suffisante, elle n'est pas assez. Elle s'était imaginée que pour faire un enfant, qu'au moment où elle ferait un enfant, elle serait sûre d'elle, elle aurait des certitudes, elle aurait une histoire familiale qu'elle pourrait transmettre facilement. Et en fait, au moment de vivre cette maternité, elle se sent en creux, elle se sent en manque. Donc elle est brouillon au sens où il lui manquerait quelque chose. Et tout le chemin du livre, c'est justement de terminer avec une femme brouillon, mais qui est plutôt une femme, on va dire, potentielle en devenir, et qui est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la création, en fait, dans quelque chose de beaucoup plus fécond. Alors c'est vrai, Amandine, que vous saisissez aussi quelque chose qui est pas forcément que dans la vie des femmes, mais dans la vie de tous ceux qui ont un enfant, c'est qu'au moment où on va devenir mère ou père, on aimerait que sa famille, ses ancêtres, sa mère à soi, que tout soit beau et parfait. Il se trouve que, on aura l'occasion d'y revenir, dans La femme brouillon, la mère de la femme brouillon, elle, est tout sauf stable. Donc on se retrouve à devenir soi-même mère, mais quand on se retourne de l'autre côté, sa maman, elle, est l'instabilité, pourrait même dérober l'envie de devenir à son tour mère. Il y a cette transmission imparfaite qu'on trouve. Oui, bien sûr. Ça parle aussi. C'est un livre qui parle aussi du fait d'être mère
quand soi-même on a eu une mère défaillante. Et c'est vrai que je suis assez contente que vous m'ameniez sur ce sujet parce que on le fait assez rarement en fait lors des rencontres. J'ai le sentiment que c'est quelque chose d'encore assez tabou finalement de dire de ce que c'est traverser la maternité quand soi-même on a eu une mère défaillante. Comment on fait quand finalement soi-même on devient la mère alors que finalement notre mère à nous est quelqu'un qui a plutôt été dans l'ordre du manque en fait. Et d'autant plus qu'au moment où on devient mère, je crois que la narratrice avait espéré, toujours dans ses fantasmes, avait espéré être en paix, pouvoir justement se débarrasser de son enfance, vu qu'elle devenait mère. Et en fait, c'est l'exact inverse qui se produit. Elle réalise d'autant plus ce qui lui a manqué au moment où elle-même devient mère. Je pense que cette histoire, elle est à la fois singulière et d'une banalité confondante, bien sûr. Je pense donc d'une universalité aussi. Et cet élément de « je deviens mère » ou « je deviens père » alors que je n'ai pas les bases au départ, c'est aussi quelque chose, je ne sais pas si vous en serez d'accord, Carole, qu'on retrouve dans votre livre, à travers moi certains éléments qui ont tintinabulé, allez, osons le mot, puisque vous nous racontez l'histoire de cette graphiste qui habite à Lyon, qui est mère de ce très jeune enfant, sauf qu'elle doit l'élever toute seule, et qu'elle doit compter sur ses propres ressources. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez aussi du doigt cette nouvelle précarité. Être graphiste, c'est pas avoir des horaires de bureau, c'est vivre au gré des contrats, des catalogues de jouets qu'on va peut-être faire pour Noël. Donc, ça veut dire qu'on est soumis à une pression professionnelle. Et dans le fil de votre récit, il y a, puisqu'on parle du point de vue de lecteur aussi, on est là pour être subjectif, il y a ces scènes qui sont toujours, impressionnantes. On se dit, ah, mais cette pauvre maman un peu abandonnée, tous abandonnée ici en l'occurrence par le père, va peut-être trouver une aide précieuse auprès de son père, en l'occurrence auprès de ce fameux grand-père. Et toutes les scènes qui se passent en compagnie de ce grand-père qui devrait prendre soin de ce petit-fils, bon, elles sont relativement catastrophiques, lui ne comprend rien, et ces scènes servent surtout au grand-père pour expliquer à la fille qu'elle n'est pas une bonne maman, que de toute façon, bien que le petit soit encore tout petit, il est trop tard, elle l'a trop gâté, et que lui finalement ne peut rien faire. Alors, est-ce que c'est aussi un des éléments, alors il y a plein d'éléments qui fait qu'on rentre dans ce récit, que vous nous faites plonger dans la vie urbaine et nocturne, mais est-ce que c'est aussi un des éléments qui était en toile de fond quand vous avez bâti ce personnage qui est au cœur de votre livre ? Oui, il y a aussi effectivement dans ce sentiment de... bonjour à toutes et à tous également. C'est important. Il y a aussi ce sentiment que je traite d'ailleurs dans un album jeunesse qui vient juste de sortir la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si on entend bien. Près du micro, ouais. Ok, qui est effectivement cette mère a un enfant donc qui a 2 ans au début du livre, disons 3 ans, 3-4 ans à la fin du livre, et le seul finalement la seule personne qui vient l'aider de temps en temps, c'est le grand-père, le père de la mère, donc pas le père de l'enfant, et ce grand-père qui pourrait être une personne ressource et qui l'est aussi, beaucoup dans le jugement, mais effectivement c'est un autre degré, c'est le petit est considéré comme un enfant roi parce qu'il y a aussi ça qui est beaucoup reproché aux femmes seules avec enfants, c'est la fusion qu'elles peuvent avoir avec leur enfant, la fusion en tout cas que cette narratrice porte bien malgré elle, parce qu'on voit qu'elle étouffe de cette fusion, mais il y a aussi ce doigt qui est pointé sur elle par la société sur la fusion, l'enfant roi, et le fait que le grand-père essaye de rompre cette fusion, mais pour autant il le fait avec beaucoup de maladresse, parce qu'il vient aussi d'une génération, ce qui est abordé avec plus d'humour je pense dans mon album jeunesse, parce que il vient d'une génération, effectivement, lui c'est un homme de 70 ans, 75 ans, et il a connu un autre rapport à l'enfance, à l'éducation, que la bienveillance universelle qu'on nous dit de prôner avec les enfants aujourd'hui, et qui effectivement, lui voit cet enfant qui est surprotégé, à travers son propre regard, est surprotégé, donc il n'y a pas du tout le regard dont elle aurait besoin, elle, qui a un regard de bienveillance aussi sur elle, sur sa possibilité d'être mère dont tu parlais, sur sa capacité à être mère avec cet enfant. Donc c'est un jugement de plus qui vient alourdir la charge de cette mère. Ajoutons en plus que le père de la mère pourrait être, selon cette belle expression que vous venez d'employer, une personne ressource. Il l'est maladroitement, mais en plus qu'il se trouve que votre héroïne, quand elle croit voir une esquisse de début de complicité avec une voisine, cette voisine fait tout sauf lui ouvrir la porte, c'est même tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'elle se heurte
un monde où il faut effectivement tenir jusqu'à l'eau parce qu'on va de malveillance en malveillance. Il y a très peu de regards complices ou de gestes qui pourraient l'amener à se dire, bon, je peux m'appuyer sur, je peux être épaulé par, à tel point d'ailleurs que c'est beaucoup le digital qui devient un lieu pour votre héroïne afin de partager et surtout de lire le ressentiment des autres, de celles qui veulent en finir avec leur vie de mère, de celles qui moralisent. Donc on se dit qu'il y a une espèce de dissolution de la bienveillance. Oui, j'ai volontairement placé la narratrice dans une ville qu'elle ne connaissait pas, où elle a suivi le père de l'enfant, donc à Lyon, et où elle n'a pas d'appui telle que pourrait l'être une grand-mère qui serait du coup bienveillante, et d'amis, elle n'a pas de cousine, de famille proche, donc elle se retrouve sans autre aide que des aides effectivement qui pourraient être celles de la société ou celles de voisines, et pour montrer aussi que le problème était quand même structurel pour les mères célibataires aujourd'hui, et que sans système D, sans aide amicale, c'est très difficile de s'en sortir. Voilà. Et que rien n'est fait pour leur faciliter la vie. En tout cas, on le voit à travers les différentes administrations près desquelles elle va demander de l'aide. Et cette voisine, qui pourrait être une personne ressource aussi, avec qui simplement elle aimerait peut-être échanger quelques mots, voilà, simplement c'est sa voisine et qu'elle est la seule dans l'immeuble à avoir un enfant du même âge que le sien. Cette voisine est enfermée dans une autre problématique, et elle ne se rend pas compte. On se rend compte à la fin du roman qu'elle avait bien ses raisons de ne pas l'aider, mais elle ne se rendait pas compte non plus, parce que voilà, chacun est dans sa bulle, dans son problème, mais cette voisine, et on peut aussi imaginer ce que cette voisine au départ simplement veut protéger son couple, son mari, et qu'une femme seule effectivement fait peur aussi. Alors c'est une des correspondances qu'il y a derrière ces douleurs de femmes et derrière vos 3 livres, c'est que, comme dirait l'autre, nous vivons une époque moderne, la digitalisation, on a l'impression que plein de choses évoluent. Et on s'aperçoit que finalement, le progrès est tout relatif. Alors, il y a des progrès plus ou moins importants, mais finalement, la mère se retrouve en proie à ses propres démons. Être une femme seule avec un enfant, c'est aussi livrer des combats, même si on peut se confier sur la toile digitale. Et être dans une situation encore plus extrême, c'est-à-dire une femme en proie aux violences, puisqu'on a inventé ce mot horrible qui est féminicide. Cela traite de la réalité de ces femmes qui tombent, qui meurent sous le coup de leur mari ou de la personne qui les bat. C'est pas un objet de fantasme littéraire, c'est un objet qui est au cœur de votre livre, Perrine Lequérec, Rouge Pute. Vous avez rencontré celles qui ont eu à subir ces violences. Et on parlera aussi de la langue que vous avez employée, puisque vous avez réécrit leur histoire, non pas pour la trahir, mais pour lui donner cet élan qui est entre poésie et récit. Alors, justement, vous avez rencontré ces femmes, et quand vous les rencontrez comme ça, elles sont face à vous, est-ce que vous avez été vous-même surprise ? Parce qu'on peut dire, il y a un journal où vous racontez le début d'écriture de ce livre. On peut toujours se dire, en tant qu'écrivain, vous avez écrit, vous avez enquêté, on est habitué à la réalité. Je suis prêt, je m'attends à tout, je suis prête. Et quand arrivent ces moments de confession, cette complicité à nouer avec des femmes qui vont se livrer à vous, est-ce qu'on est quand même... Il y a cette expression qui dit on est interdite, on est démuni de mots parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça existe avec autant d'acuité dans ce siècle, dans ce monde, on croit que les choses évoluent finalement. On pourrait se dire, c'est un autre temps, et puis non. Bonjour à tous. Oui, n'oublions pas les civilités malgré le sujet grave. On est plus que surprise, on le sait, on l'entend aux actualités, on le lit, on connaît les chiffres, on connaît peut-être même personnellement certaines femmes, des femmes qui ont subi des violences. Moi, quand j'ai entrepris ce travail, j'étais censée tracer des portraits de femmes, et c'était des femmes volontaires, et il se trouve que parmi ces 9 femmes, 6 avaient subi des violences conjugales et sexuelles. Donc j'ai été plus que surprise, parce que je ne m'attendais pas à me retrouver face à cette violence-là. Et ensuite, parce que j'avais malgré tout quelques lieux communs dans la tête, dont le premier est « Mais pourquoi ne partent-elles pas ?» Évidemment, maintenant, je le sais, pourquoi elles ne partent pas. Mais c'est plus qu'une expérience, c'est une plongée dans l'enfer.
J'ai passé 2 mois près d'elles, je les écoutais chacune leur tour, à des moments différents de la journée. C'était des entretiens en tête à tête. Alors effectivement, il faut le temps de nouer la confiance, parce que c'est des femmes dont la confiance a été réduite en morceaux, et puis l'image de soi, mais ce sont aussi des femmes extrêmement fortes. Et au fil de nos entretiens, elles m'ont livré tout ce dont elles avaient besoin de se libérer. C'est pour ça qu'elles étaient volontaires pour ce travail d'écriture avec moi. Et j'ai fait des cauchemars pendant 2 mois, et même après, j'ai fait beaucoup de cauchemars. C'est un gouffre, c'est un abîme. On imagine difficilement comment une femme peut résister à ça. On imagine difficilement comment un être humain peut supporter ça. On imagine encore plus difficilement qu'un autre être humain puisse faire subir à une femme, à la mère de ses enfants. Toutes ces femmes sont mères. Elles étaient déjà mères lorsqu'elles ont été victimes de violences. Puis faire subir à la mère de ses enfants autant de violences qui peuvent aller jusqu'à la mort. Oui. Donc je suis allée de surprise, de mauvaise surprise en mauvaise surprise, mais aussi de bonnes surprises, parce que le travail de l'écriture, de reconstruction par le mot, m'a semblé, plus que pour aucun autre livre, absolument essentiel. J'ai vu ces femmes se redresser au fil des journées que nous avons passées ensemble, et jusqu'à la publication de ce livre, je les ai vues vraiment de plus en plus rayonner, et la force avec laquelle elles portent maintenant ce livre et ces textes, même s'ils sont totalement anonymes, et qu'on y reviendra, le travail d'écriture que j'ai fourni fait qu'on ne peut pas les reconnaître, mais elles savent. Et elles ont surtout ce grand espoir. Beaucoup m'ont dit, si ça peut en sauver une, savoir qu'on n'est pas seul à avoir subi ça. Et c'est le paradoxe, les histoires sont anonymes, mais malheureusement, elles portent en elles suffisamment d'universalité pour que une lectrice, quelqu'un qui connaît une femme dans cette situation, puisse finalement l'identifier. Alors, il y a un élément aussi important dans vos 3 livres, c'est le titre. On peut disserter longtemps sur le titre, mais on a Rouge Pute, on a La Femme Brouillon, on a Tenir jusqu'à l'aube. Elles traduisent à chaque fois des facettes de la maternité. Vous, il faut peut-être aussi clarifier d'emblée cette question. Perrine, vous avez titré ce recueil Rouge Pute, un premier cliché lointain, c'est de dire effectivement, vous avez choisi un titre assez provoquant, c'est bien, mais finalement derrière ce Rouge Pute, il y a la violence que ces femmes subissent et l'impossibilité d'être. Parce que porter du rouge, et vous le dites dans un des textes, entre guillemets, pute, eh bien, je n'ai pas le droit parce que je suis soumis à mon harceleur, à mon bourreau. Donc derrière ce titre, il n'y a pas qu'une simple provocation pour, il faut peut-être le préciser, happer à l'attention du potentiel lecteur. Pas du tout, même d'ailleurs. Enfin, tous les mots qui sont utilisés dans ce livre, ce sont des mots qu'elles m'ont confiés. Après, c'est la façon de les arranger. Mais Rouge Pute, c'est j'arrive à un moment chez une des femmes avec lesquelles je travaillais, et elle me dit, je vais te montrer quelque chose. Elle va dans sa salle de bain et elle me rapporte une caisse, et à l'intérieur il y avait tous ses rouges à lèvres, du premier qu'elle avait osé acheter depuis qu'elle avait quitté donc depuis qu'elle avait fui les violences, jusqu'à celui qu'elle s'était acheté, disons, la veille, quoi. Et tous ces rouges à lèvres, elle les appelle des rouges putes, en me disant, quand tu es une femme battue, tu ne mets jamais de rouge à lèvres, tu ne te maquilles plus, enfin, ta féminité n'existe plus, et surtout dès que tu mets du maquillage, elle se faisait traiter de putain, et elle se faisait frapper parce qu'elle était considérée comme une putain parce qu'elle mettait du rouge par son mari, hein. Voilà. Et donc un des premiers signes de la reconstruction, et pour beaucoup, hein, c'est d'oser de nouveau se maquiller. Et le rouge à lèvres, donc, c'est quelque chose de vraiment très important. Et donc c'est elle qui appelle ces rouges à lèvres rouge pute, et nous avons décidé avec les 9 femmes avec lesquelles je travaillais de donner ce titre à notre travail. Voilà. À propos de titre, vous, Carole Fives, vous avez choisi cette expression tenir jusqu'à l'aube, et derrière tenir jusqu'à l'aube, il y a une transgression finalement. C'est peut-être d'ailleurs le premier élément sur lequel on a envie de vous entendre, c'est comment imaginer que vous avez osé blasphémer par le biais de ce roman, en imaginant donc une mère capable de laisser son enfant tout petit de 3 ans seul la nuit pour aller se promener dans les rues de Lyon. Puisque le tenir jusqu'à l'aube nous renvoie à cette réalité. Comment
vous en venez à imaginer les stratagèmes qu'elle emploie vis-à-vis d'elle-même et peut-être aussi du petit pour le faire dormir au plus vite, et qu'elle ose partir, s'abandonner, oublier sa condition de mère. Vous avez rencontré une femme qui vivait cette expérience. Vous êtes parti où pour trouver cette inspiration ? Non, je suis partie simplement de la sensation de huis clos et d'étouffement qu'avait cette mère qui a donc toujours pas de place en crèche pour son enfant puisqu'elle est graphiste freelance et qu'elle n'a pas de mode de garde, donc elle travaille avec l'enfant dans l'EHPAD toute la journée. Et le plus compliqué pour elle, c'est vraiment de ne pas avoir une minute pour souffler. Et donc la nuit, quand il dort, elle va trouver un espace de respiration pour aller sur Internet, puis pour sortir. Tenir jusqu'à l'aube, c'est une phrase extraite de La Chef de Monsieur Seguin. Donc l'idée de sortir, j'ai simplement trouvé à travers l'idée d'abandonner ses enfants, qui est très présente dans les contes traditionnels, que ce soit Le Petit Poucet ou d'autres, où il y a vraiment où il y a vraiment cette envie parfois de partir. Et c'était aussi une métaphore effectivement du désir d'émancipation de cette narratrice, et puis des femmes en général, qui ne veut pas être réduite simplement, comme elle l'est au moment où, au début du roman, à être juste une mère. Elle veut redevenir la travailleuse qu'elle était avant, la femme, et là tout le monde la renvoie systématiquement à son rôle de mère. Alors ces fugues la nuit, qui sont au départ simplement faire le tour du pâté de maison et voir un petit peu plus, juste respirer 5 minutes, vont devenir de plus en plus longues, effectivement, et elle va se mettre en danger, mettre son enfant en danger. L'inspiration venait aussi de certains faits divers. J'ai cherché pas mal de faits divers sur les mères célibataires. Il y en avait très peu, sauf vraiment des choses toutes petites sur des mères qui ont fait ça, justement, qui ont laissé leurs enfants, très rarement, hein, c'est une ou deux. Par exemple, pour partir au bled l'été dernier, il y avait une mère qui est partie une semaine en Algérie et qui a laissé ses 3 enfants dans l'appartement. Voilà, donc des faits divers comme ça, mais vraiment, par rapport au nombre de célibataires en France, je veux dire, c'était très difficile de trouver quelque chose. Elles sont quand même totalement irréprochables, et c'était compliqué en tout cas de m'ancrer dans une actualité ou dans un fait divers. Mais voilà, l'idée de partir venait de c'est un peu le contrepoint de la sensation d'étouffement qu'elle pouvait avoir dans cette vie où on ne l'a réduite qu'à une seule maternité. Alors, effectivement, dans le tenir jusqu'à l'aube, il y a le fait aussi de revenir après, parce que dans le tenir jusqu'à l'aube, de revenir et de réendosser ce costume de mère vis-à-vis de l'extérieur, ce double rôle. Oui, elle est réendossée ce rôle de mère. Effectivement, c'est une bonne mère. J'ai pas voulu, une bonne mère, mais en tout cas, j'ai pas voulu décrire une mère qui aurait des problèmes psychiatriques ou serait dans une relation compliquée à la maternité. C'est pas le sujet. Elle est une mère aimante voilà. Mais j'ai quand même essayé de montrer mon désir dans ce livre, c'était de montrer un déclassement social et une chute sociale et existentielle qui était due à la situation de monoparentalité. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas trop du père, là c'est Douleur de mère, mais c'est aussi le nom de la table ronde. Mais c'est aussi un père dont l'absence pèse beaucoup sur le livre, sur l'histoire en tout cas. Et il y a aussi cette toile de fond de l'absence. Moi, je parlerais plutôt de parentalité, en fait, douleur de la parentalité que douleur de la maternité, parce qu'on renvoie toujours cette fonction parentale à la mère. Et c'est ce qui se passe dans le livre. À chaque fois qu'elle va rencontrer des gens, on la renvoie à sa responsabilité de mère. Et on ne lui parle jamais. Le père n'est absolument jamais interrogé dans sa fonction parentale. Alors, vous parlez effectivement de réendosser un rôle. C'est finalement aussi le cas à Amandine dans La femme brouillon, sauf que ce rôle de mère en construction, en devenir, il va passer par des étapes successives, comme le fait d'apprendre à accoucher, de se retrouver avec des moments pas de thérapie collective, mais d'apprentissage collectif, ce regard qu'elle peut porter sur la vie qu'elle porte en elle. Ça aussi, ça part d'une expérience personnelle, ou c'est en rencontrant, en entendant, que l'on se nourrit des témoignages et qu'on repeint sur la toile qu'est le livre, finalement le ressenti qu'on peut avoir, et même les interrogations, les curiosités. Parce qu'on rentre dans un processus avec des enseignants qui apprennent à coucher, qui se prennent tout à fait au sérieux, et c'est normal, mais il y a un côté étonnant de se retrouver tout d'un coup soumis à une situation avec plein d'obligations, alors que le bébé n'est pas encore là en plus. Oui, je ne sais pas si on peut apprendre à accoucher, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors effectivement, pour écrire, je me suis appuyée sur mon expérience personnelle de la traversée de la maternité.
En fait, j'ai eu le sentiment d'avoir essayé d'œuvrer le plus possible au cours de ma vie pour d'œuvrer à mon émancipation, que ce soit par la création. Et du coup, ce que tu disais, Perrine, ça résonnait beaucoup pour moi sur le fait d'écrire pour se réinventer, pour retrouver de la liberté. Enfin, ça, pour moi, ça a été quelque chose de fondamental. L'écriture, la création. Il y a aussi l'aspect politique, le féminisme, qui moi m'a donné des clés pour voir le monde, pour me penser. Et finalement, qu'est-ce que je fais au moment où je sens que je suis arrivée à un point d'émancipation? Je fais la chose qui est la plus normative du monde pour une femme, à savoir faire un enfant. Et c'est rentrer dans un processus. Voilà, et c'est ça que je raconte en fait. C'est quelqu'un qui est en train de se débattre entre à la fois un désir qui lui est propre, qui lui est personnel, qui est intime, et en même temps cette espèce de mode d'emploi de la mère qu'on lui donne et qui en viendrait presque à confisquer ses propres émotions, elle. En fait, moi, je suis vraiment dans l'écriture du quotidien. Je plante des scènes du quotidien qui peuvent paraître presque anodines. Et moi, j'aime montrer la violence qui se cache aussi dans certaines paroles anodines. Par exemple, je raconte qu'au cours d'un déjeuner en famille, un cousin me dit « Ah bah tiens, assieds-toi à côté de ma femme, comme ça vous pourrez parler de maternité. » Puis moi, je suis là, mais en fait, j'ai peut-être envie de parler de politique avec les hommes, et pourquoi est-ce que j'aurais envie de parler de maternité? Enfin, et il y a plein de petites phrases comme ça qu'on s'entend dire. Chez la sage-femme, ah oui, alors ça c'est vraiment un moment extrêmement émouvant. Mais c'est à moi de dire si ça m'émeut en fait. Du coup, c'est pas. Et il y a comme ça un espèce de parcours fléché. Et après, il y a quelque chose qui est extrêmement moral. Du coup, j'étais très touchée aussi par le fait, quand tu parlais du rouge pute, etc. Enfin, alors moi, effectivement, je parle de mon expérience, mais je me souviens sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, quand une ancienne actrice porno partage sur les réseaux sociaux sa maternité, elle se fait menacer de mort. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Au XXIe siècle, bien sûr. Au XXIe siècle, enfin, c'est vraiment, c'est extrêmement violent. Et je ne sais même pas si on peut dire qu'on a avancé par rapport à la question du regard qu'on porte sur les mères. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose, on a besoin de s'y accrocher et surtout, on ne veut pas que ça bouge, en fait. Enfin, moi, j'ai plutôt ce sentiment-là qu'on se cramponne comme ça à une image de la mère. Et pour moi, alors si on part du personnage de Carole, pour moi, ce que ça dit, c'est pas que c'est une. Vous avez lu le livre de Carole? Oui, ouais, bien sûr, j'ai lu. C'est l'occasion. C'est le fait qu'en fait, pour moi, ce n'est pas du tout une mauvaise mère, si tant est qu'il y ait des bonnes et des mauvaises mères. C'est quelqu'un qui est seul en fait. Et pour moi, je trouve qu'on ne dit pas assez à quel point les conditions de la maternité comptent en fait. Ça compte d'avoir un logement salubre ou pas, ça compte d'avoir une famille, ça compte d'avoir un entourage. Je veux dire, la maternité, c'est pas quelque chose comme ça d'intrinsèque. C'est le fameux. Alors voilà, j'en profite pour pulvériser l'idée d'instinct maternel. Il n'y a pas d'instinct maternel, ou alors on dit qu'il y a un instinct paternel dans ces cas-là. Mais voilà, je veux dire, tout ça s'inscrit quand même dans des conditions de vie. Et pour autant, j'ai parfois le sentiment que les gens ignorent toutes ces conditions-là et vont appuyer... Je parle aussi beaucoup de parentalité positive. Ça, c'est un truc qu'on entend énormément, la parentalité positive. Alors, personne peut être contre la parentalité positive, on s'entend bien. Mais je trouve que c'est aussi, parfois, on oublie les inégalités de genre quand on parle de parentalité positive. C'est gentil de dire à une mère qu'elle ne doit pas s'énerver contre son enfant, mais si en même temps, elle est seule, que le père n'est pas là, et qu'elle se retrouve, qu'elle est elle-même soumise à une hiérarchie dans son travail, etc. Enfin, je veux dire, c'est trop... Il y a trop de responsabilités sur l'épaule des mères. Et mon livre parle aussi de la façon dont les pères peuvent prendre toute leur place, et aussi dès le début, parce que je trouve que... Moi, je me souviens être arrivée une fois avec mon tout petit bébé de 2 mois, et une amie qui dit au père du bébé, qui lui dit « Mais t'inquiète pas, toi, il te reconnaît pas. »
Mais bien sûr que si, qu'il le reconnaît, en fait. C'est son père, il le sait. Enfin, et je trouve que des fois, il y a des idées reçues sur le fait que c'est la mère qui sait, qui sent, alors que c'est très angoissant de renvoyer une femme, à une jeune mère, de lui dire « Ah, mais toi, tu sais, hein, toi, tu sens, t'inquiète pas, sens ce qui est bon. » Mais je sais pas, moi, ce qui est bon, en fait. Donc voilà, et juste pour terminer, je m'appuie sur ma propre expérience, on l'aura compris, mais je m'appuie aussi beaucoup sur des discussions que j'ai eues avec d'autres femmes, où j'ai senti que finalement, ce que je vivais, cette joie et cette colère, cette ambivalence très très forte, elle était partagée par beaucoup beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, le livre a circulé et on m'a souvent dit, cette phrase très simple, ça fait du bien de lire ça, de lire que cette ambivalence a le droit d'exister. Oui, et pour rebondir sur ce que vous dites, Amandine, vous le dites dans le livre, le simple fait pour une mère de rester en pyjama le dimanche matin alors qu'il faut s'affairer, c'est déjà une transgression en soi. Il y a cet autre élément que vous rajoutez, c'est à 17h15, mais vous restez là puisque vous êtes sur le meilleur plateau, bien sûr. Je fais notre autopromotion en profitant pour revenir à notre sujet. Vous parliez du rôle du père. Et du rôle de l'homme. Dans votre livre aussi, Carole, il y a cet élément important que vous venez d'évoquer. C'est ce père absent, mais alors, cette torture psychologique, et même le lecteur, finalement, se sent... non, je continuerai à parler. Se sent frappé dans son intérieur, c'est-à-dire ce père qui va envoyer des SMS imprécis pour dire, par exemple, je passerai le week-end. Et voilà la mère qui reprend espoir, qui se trouve monopolisée par l'attente qu'elle peut avoir de ce père, puisqu'elle veut que ce fils rencontre son père, et ce petit qui est informé que le père peut potentiellement passer, et ça crée une tension extrême. Et ce père, on pourrait le prendre pour un bourreau, il reste volontairement imprécis. C'est cette dimension de la paternité absente aussi, qui rajoute de la cruauté. C'est pas tant le fait qu'elle parte au loin s'aérer la tête, c'est ce SMS qui vient détruire toute une ambiance et toute une harmonie qu'elle pourrait essayer de construire. Oui, parce qu'elle se retrouve un peu coincée dans une attente. On imagine qu'elle est dans une temporalité qui va peut-être pas durer toute sa vie. On la voit changer un peu sur la fin du livre, mais elle est dans une attente d'un signe du père pendant plusieurs mois, et qui vont rajouter une pression, parce qu'effectivement, et là j'ai voulu parler aussi des familles séparées, et du droit de visite, qui est aussi le droit de visite qui est... si le père ne vient pas, c'est la mère qui doit assumer le fait de rester seule, par exemple, avec ses enfants le week-end, ou si c'est le père, chose qui peut être compliquée à gérer avec ses enfants quand la personne qui a son droit de visite, qui est qu'un droit et pas une obligation en France, ne s'exerce pas. Donc c'était une petite... alors le rôle du père, il y a aussi les passages sur les forums internet, où on la voit aller demander, en tout cas voir d'autres femmes qui vivent la même situation qu'elle, d'autres mères, voir comment elles s'en sortent, c'est ce qu'elle va voir sur les forums, et il y a d'autres personnes qui réagissent face à une absence possible. Il y a une mère qui dit moi je voudrais savoir, la petite fait la sieste l'après-midi, est-ce que je pourrais aller faire un jogging ou ce genre de choses pendant... Et voilà, il y a ou des mères qui osent raconter leurs défaillances. Il y a plein de personnes et de réponses qui vont dans le sens d'un jugement, quelque chose d'une parole très dure des femmes entre elles, en fait, sur une mère, voyons, on ne peut pas faire ça, une mère. Alors les femmes entre elles peuvent être aussi très dures, et j'ai l'impression que ça s'exprime aussi dans ce livre, en tout cas dans les passages sur les forums, une toute-puissance maternelle qui ne laisse pas non plus la place à l'homme. Et c'est aussi peut-être l'héritage de centaines, voire de milliers d'années de superpuissance maternelle, de toute-puissance maternelle, c'est que les hommes ont du mal à prendre leur place. Dans ce livre, on le voit, il est totalement absent. Mais les femmes ont aussi du mal à laisser la place au père, à l'homme, dans le cas de la parentalité. Et c'est aussi intéressant à observer. C'est à la fois douloureux et à la fois intéressant, parce que c'est une période de changement, effectivement, dans les rapports, dans le couple, dans la famille. On est en train de traverser toutes ces années dans nos corps, dans nos esprits, et c'est intéressant de voir comment ça impacte les relations, et comment les femmes ont du mal à laisser ce territoire qui a été le leur pendant des milliers d'années, le seul qu'on leur ait laissé, la maternité. Donc c'est difficile aussi pour elles de le laisser, en tout cas de laisser la place au père, et c'est difficile pour le père de la prendre quand on lui en laisse l'occasion. Donc toutes ces places sont en train d'être remises en question, de bouger, et c'est ça qui est intéressant, en tout cas pour un romancier, à observer aussi, c'est nos vies qui changent. Alors il y a ces places qui sont en train de bouger, il y a la mère qui essaie de tenir ses responsabilités, puisqu'elle est quand même soumise au regard d'autrui, le père qui existe ou pas, qui d'ailleurs doit réinventer ou inventer son rôle, et dans des situations extrêmes comme celle que vous racontez, Perrine,
On voit d'ailleurs au fur et à mesure des textes que l'on pourra entendre lus ce soir à 19h ici même, c'est pour ça que nous vous invitons à revenir à 19h, bien sûr. Et on voit d'ailleurs que les mères invoquent souvent les enfants, c'est-à-dire est-ce que je vais dire ou pas, entre guillemets, du mal ou la réalité du comportement du père à mon égard. Il y a un autre élément aussi qui peut être surprenant, c'est que certaines femmes qui subissent l'innommable continuent de croire en Dieu et même trouvent un lien. Vous avez aussi reflété ce sentiment, se dire finalement on continue à croire alors qu'on est soumis au pire des châtiments. Justement, comment vous avez fait le travail de traduction, puisque bien sûr, vous avez leurs mots, et après, il faut le retraduire dans une forme qu'on découvrira ce soir à 19h. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme d'un récit traditionnel, c'est une forme qui est poésie, qui pourrait être presque du slam aussi. On pourrait slammer certains textes, ça pourrait être des textes dits comme ça. Comment vous avez travaillé à cette retraduction? Puisque aussi, chaque texte doit véhiculer l'état d'esprit de celle qui va vous raconter son histoire. Il ne s'agit pas d'écrire pour tout le monde pareil. Non, je vais d'abord peut-être compléter ce qu'Amandine et Carole ont dit par rapport aux enfants. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles ont réussi à quitter leur bourreau quand la violence s'est détournée d'elles pour aller vers leurs enfants. Ça a été le déclic pour toutes. C'est un point clé, oui. Voilà, elles auraient pu continuer à subir ça, et elles auraient subi encore, mais dès que la violence a effleurer leurs enfants, c'est ça qui leur a donné le courage de prendre l'enfant et le sac sous le bras, parce qu'on abandonne tout. Elles m'ont souvent dit, c'est comme un incendie. On prend rien, on prend l'enfant et puis le sac à main et on part en courant. Dans la seconde où il n'est pas là, ou la minute où il a quitté la maison, voilà. Avec cette idée de vite, c'est-à-dire qu'il faut vite se dépêcher, parce qu'on ne sait pas le laps de temps dont on dispose. Exactement. Pour pouvoir organiser sa fuite. Et on sait que s'il nous attrape ou s'il nous surprend pendant la fuite, on est mort. Elles sont mortes. Enfin, on parle vraiment de vie et de mort, quoi. Mais c'est les enfants, pour ces femmes-là, pour celles que j'ai rencontrées, qui ont été le déclic. Et ensuite aussi, c'est pour les enfants qu'elles entreprennent et c'est très difficile, toutes ces démarches auprès de la justice qui sont d'une lenteur, d'une lourdeur qu'on imagine vraiment difficilement, mais pour éloigner le père jusqu'à ce que la situation se stabilise, en prenant le risque, pour certains ils ont fait de la prison, en prenant le risque de la punition après, parce que c'est un cauchemar qui ne termine jamais. Alors, avant de revenir effectivement sur la façon de traduire les mots, petite interruption pour signaler aussi que vous nous donnez à lire, à l'heure de MeToo et de toutes ces campagnes, la réalité des faits, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un homme qui est suspecté de vous avoir violé, il y a un des textes qui explique bien que c'est vous, la victime, qui devez avoir les moyens, puisque les expertises, ça coûte de l'argent, puisqu'il va falloir prouver, il faut se rappeler de détails horribles pour prouver qu'on est bien la victime, et c'est comme si la charge de la preuve se renversait, elle se renverse. Le violeur, lui, continue de courir, même s'il est présumé, et vous vous retrouvez dans une situation où vous devez justifier votre douleur. À coup aussi, on parlait des conditions d'exercice de la maternité. La condition d'exercice aussi, c'est une question de moyens. En fait, oui, et tout ça se paye. Ah, tout ça se paye. Alors ça, c'était un cas très douloureux et un peu différent des autres femmes. C'est une jeune femme qui a subi un viol très de torture, voilà. Et effectivement, pendant les 3 semaines il faut 3 semaines pour que les analyses ADN soient faites. Et pendant ces 3 semaines-là, la coupable, c'était elle. Il n'y a pas à tortiller. La coupable, c'était elle. Et moi, j'ai déjà travaillé sur des affaires de viol. Mais j'ai appris un détail que je ne connaissais pas et que je vais vous donner. Le lendemain de ce viol, qui est d'une immense violence, mais qu'il n'y a pas de viol sans violence, avec des tortures, au commissariat, le commissaire a déposé un maître gradué sur le bureau et il lui a demandé combien mesurait le sexe de son agresseur. C'est un des détails que je peux vous donner. Et tout cela accumulé, ça forme un tableau absolument terrifiant de ce que peut être la situation d'une femme victime de violence. Comment le courage qu'il faut pour affronter tous ces organismes, toutes ces autorités qui ensuite vont vous aider. Mais avant que l'aide arrive, il y a des épreuves vraiment terribles. Et c'est cette jeune femme, parce qu'elle est très jeune, qui m'a dit, effectivement, pour être violée, il vaut mieux être riche, parce que ça coûte très,
très cher en analyse, en expertise, en procès. Elle vit sans rien. Et en plus, comme elle a développé ensuite de profonds troubles alimentaires, psychiatriques, enfin, elle est traumatisée, quoi. Et donc, elle prend beaucoup de médicaments et tout ça coûte de l'argent. Et évidemment, on ne pense pas à ces réalités-là aussi, quoi. Bon, voilà. Et on voit aussi que on parlait de se réécrire, de recomposer avec des mots. On voit l'importance de cette écriture, puisque ça devient le vecteur de souffrance, que même si on voit des images, même si on a la sensation de connaître déjà ces sujets, c'est comme si les mots révélaient une part d'interdit. Le fait de se retrouver pour le lecteur face aux mots, aux expressions, sans aucun trucage, sans aucun artifice. C'est aussi un travail d'écriture, et peut-être que pour donner une idée et écouter, puisqu'un livre ça s'écoute, ça se lit, on peut justement partir avec vous pour découvrir une partie de l'ouvrage. Je crois que voilà. Amandine, c'est cette femme brouillon, parce que effectivement, c'est important de signaler dans votre livre, tout n'est pas et loin de là d'ailleurs, grave et moralisateur. Il y a de l'ironie qui passe, il y a de la légèreté, puisque finalement c'est comme ça qu'on peut dire des grandes choses, et puis faire réfléchir. Il ne s'agit pas d'être dans un ton moralisateur, chacun peut être libre de se nourrir comme il veut, et peut-être qu'on peut justement écouter avec vous un passage. Oui, alors bon, la transition n'est pas facile après ce que vient de dire Perrine, mais effectivement pour moi c'était dans mon écriture, dans ce livre, mais aussi je pense dans la plupart de mes textes, la dimension de l'humour, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que je pense que à partir du moment où on peut rire de quelque chose qui nous a enfermés, qui nous a emprisonnés, c'est là qu'on peut de nouveau retrouver de la liberté, retrouver sa respiration, même si voilà, à un moment voilà, l'humour s'arrête à un certain seuil, mais voilà. Donc nous allons découvrir avec vous. Nous sommes au début du livre, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je vais vous lire les premières pages. Dois-je faire teinter une cuillère sur mon verre ? Réclamer le silence et l'attention ? Pas envie d'être au centre des regards, ni de mettre en scène notre bonheur conjugal. La vérité, c'est que depuis quelques jours, la joie et la terreur se mangent l'une l'autre. J'ai envie de pousser un cri, ou de planter ma fourchette dans la main de ma voisine, comme Charlotte Gainsbourg dans La Petite Voleuse. Mais je n'ose pas. Trop polie, trop bien dressée, alors je me tortille sur mon siège et balbutie que voilà, je suis enceinte. On me félicite, même ceux qui ont des enfants. Personne ne me lance de regards affolés, ne m'envoie de messages anonymes pour que je renonce à ce projet. Est-ce un piège ? Se réjouissent-ils secrètement que je commette la même erreur qu'eux ? J'ai perdu mes certitudes. Est-ce que ça existe, des familles heureuses ? Impossible à deviner quand on les croise dans un parc ou à une fête d'anniversaire. Une famille, ça simule super bien le bonheur. Non. Il faudrait des reporters embédides pour savoir vraiment. Être là le matin avant le départ pour l'école ou les jours d'hiver quand le ciel est bas. Et moi, fruit de 3 générations de mères lamentables, quelles sont mes chances ? J'aurais dû être immunisée contre la maternité, mais non, il avait fallu que je récidive. Auprès de mes camarades féministes, j'éprouve un vague sentiment de culpabilité. N'ai-je pas trahi le camp des femmes libres ? Comme si, sous un dehors émancipé, je rêvais en secret à un petit bonheur conformiste, des papotages devant l'école, un four pyrolyse, un gentil mari. Comme si lecture et discussion ne m'avaient été d'aucun secours. Je l'ai bien cherché. Hétérosexuelle et monogame, je faisais partie des populations à risque. Les femmes intelligentes sont lesbiennes, c'est bien connu. En tout cas, pour l'annonce, j'avais tort de m'inquiéter. Le plus souvent, mon brutal sevrage de tabac et la désinvolture avec laquelle je commande un jus de fruits à l'heure de l'apéro éveillent les soupçons.
Regard appuyé, lourd sous-entendu, on m'extorque des aveux. Expérience intime, tu parles. Merci Amandine. Merci. Et l'on voit aussi au travers de votre livre que la maternité, au-delà des valeurs et de l'état d'esprit, c'est quelque chose de très qui rime avec matérialité. On est tout de suite dans le concret, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Ça devient presque un acte marchand. Ça aussi, ça saute à l'esprit du lecteur. Oui, et comment finalement cette narratrice qui pensait quand même avoir un peu d'esprit critique sur le capitalisme et ses valeurs marchandes et le fait que tous nos désirs sont forcément traduits en produits à acheter, finalement, dans cet état de vulnérabilité dans lequel elle se retrouve face à cette nouvelle identité de mère, se retrouve elle-même à acheter des choses dont elle n'a pas besoin, comme des gélules qui contribuent au bon développement cérébral du bébé, parce que finalement, elle doute tellement d'elle-même que voilà, elle se fait avoir par des stratégies marketing dont elle pensait quand même n'être pas si dupe. Il y a ce côté prise au piège, mais dont on peut encore avoir le pouvoir de se moquer, ce qui est un luxe dont il ne faut pas se priver. Si l'on en vient maintenant à votre héroïne du côté de Lyon, Carole, vous allez aussi partager avec nous un extrait. Et ce qui est intéressant, vous le disiez, les transitions ne sont pas faciles, mais c'est aussi à l'image de la vie des femmes et de toutes les dimensions que cela renferme. Puisque c'est vrai qu'on est beaucoup assailli par les clichés quand on aborde ces sujets-là, et qu'une fois que les clichés sont défaits, finalement, les réalités se télescopent. Alors, vous nous emmenez à quel moment de votre livre, Carole ? Pendant une fugue, en fait, qu'elle fait une fugue nocturne. Une mère fugueuse, donc. Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait jamais dû aller si loin. Elle est dingue. Elle l'a su dès qu'elle est descendue dans la station de métro. Dès que la rame s'est refermée sur elle et qu'inexorablement, elle s'est éloignée du petit. Sur le quai, déjà, elle en a attrapé des crampes. À quoi joue-t-elle ? Il y a un périmètre de sécurité qu'elle n'aurait jamais dû franchir. C'est la dernière fois. Avancer. Si elle se retourne, c'est foutu. Chaque station, un coup de poing. Et si le métro tombait en panne ? Elle n'a finalement rien changé à son programme. Elle est descendue à la station Bellecour et a pris la direction de la Saône. Dévaler les escaliers qui mènent vers les quais. L'eau immense. Ses talons humides sur le pont, des baisers mouillés. La Saône est pleine ce soir, large. Encore quelques centimètres et elle déborde. Elle emprunte la passerelle rouge, la passerelle des amoureux. Des tas de cadenas, de colis fichés, le long des grilles rouges. Christophe, je t'aime. Lou plus Camille. Pablo, Yasmina, forever. Il pleut, tant mieux. Bientôt, ses cheveux seront trempés. Elle défait l'élastique qui les retient, les libère d'un brusque mouvement de tête. Elle sent ses jambes, ses cuisses, son dos, sa nuque, avoir un corps. Un corps sans enfant qui s'y cramponne. Un corps sans poussette qui le prolonge. Ça lui avait paru étrange lors de ses premières sorties. Elle s'était sentie nue, vulnérable, comme si on l'avait amputée de quelque chose, d'une extension quasi naturelle d'elle-même. Mais ce soir, elle se sent légère, avancée, à son propre rythme, pas celui lent, toujours décalé de l'enfant. Réintégrer son corps, sa vie, courir le long des quais. Sautiller, chantonner dans la nuit froide, une souris verte qui courait dans l'herbe. Demain, elle sera crevée, au moins, elle saura pourquoi. Merci beaucoup, Carole. Alors, dans le livre Tenir jusqu'à l'eau, puisqu'on parlait d'écriture et de littérature, il y a aussi la façon dont vous rapportez, et naturellement je ne vais pas trouver la page parce que c'est étudié pour, mais en tout cas le lecteur pourra s'y replonger. C'est la façon dont vous croquez par écriture interposée le ton des communications digitales. Par exemple, quand vous vous inscrivez, en l'occurrence, là, Acrylique 35, puisque c'est le pseudo choisi par la narratrice, on voit d'emblée comment la communication est mise en place. Alors, elle s'inscrit sur un site pour partager et immédiatement elle a ce message: bienvenue Acrylique 35, vous pouvez maintenant intervenir librement sur le forum, les messages postés sont immédiatement visibles en ligne, nous avons choisi de les modérer a posteriori pour les rendre plus vivants, merci de respecter la charte d'utilisation, créer une nouvelle discussion. Et la narratrice titre: les fugues de mon ami, puisqu'évidemment elle ne va pas dire au vu et su de tous par toi l'interposé que c'est elle qui va faire des fugues. Mais alors ça veut dire que vous avez beaucoup passé de temps à faire une sorte de pêche aux mots
sur ces forums digitaux, avec ces pseudos très moralisateurs. On est très, vous parliez des deux extrêmes à l'instant, Amandine, le regard qu'on peut porter sur la maternité, mais là, sur le digital, c'est oui ou non. Hein. On est dans des jugements sans aucune subtilité. Vous avez donc été à la pêche aux mots par Internet interposé ? Oui, parce que ça... J'ai l'impression que sur ces forums, il y a une sorte de surveillance généralisée des uns et des autres par message interposé, et on passe très très vite, ce que je trouve assez fascinant, de la plus grande bienveillance, d'une proximité qu'on n'aurait même pas avec une amie, parce que les femmes partagent parfois des choses, voilà, des expériences très proches, et de la minute d'après ou le message d'après, alors qu'on est disposé, reposé, apaisé, il y a un message hyper violent qui arrive et qui va ouvrir un fil de discussion hyper violent. Donc en tout cas, pour cette mère intervient une seule fois, puis après elle efface les messages, mais en tout cas elle suit les discussions des autres. Et alors il y a aussi des trolls, hein. Il y en a une, on pense que c'est sans doute un troll qui dit effectivement qu'elle compte abandonner ses enfants bientôt parce qu'elle n'en peut plus, donc tout le monde lui tombe dessus, voilà, donc elle est vraiment menacée de toutes parts parce qu'elle ose dire à un moment donné qu'elle va peut-être éventuellement partir cet été, qu'elle n'en peut plus de ses 3 enfants qui sont insupportables. Et voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps, pas beaucoup, mais disons que je me suis intéressée, il y en a quand même pas mal. Une femme sur 5 en France est en foyer, en situation de monoparentalité, donc effectivement il y a beaucoup de discussions possibles à suivre. Et on verra d'ailleurs au fil et à mesure du livre aussi que sur ces forums, il y a le choix du pseudo qui est presque paradoxal quand on pense après à la brutalité des réponses. Il y a Lulu Bluette, il y a Bricole, il y a Nougatine, il y a Bonobo. On voit qu'en fait, effectivement, il y a ce monde un peu teinté de bleuette, ce qui n'empêche pas après de rentrer dans des mots durs et la violence. Donc on voit là encore que le mot est un transport d'émotions et de réalité. Et on l'a abordé un petit peu avec vous, Perrine. Justement, on disait effectivement que tout l'enjeu pour l'écrivain ou pour celui qui écoute, puisqu'on peut être tous soumis à cette situation, d'avoir à écouter la détresse d'une femme ou d'un homme ou d'un proche, et puis finalement, celui qui est face à vous vous dit « Oui, non, mais je ne peux pas te parler à toi, tu ne sais pas écouter. » Et pourtant, l'autre a la sensation d'écouter. Et vous, votre travail pour recueillir le témoignage qu'elles avaient vécu dans leur chair, ce témoignage des 9 femmes, ça a été un travail d'écoute. Alors, il y a 2 éléments. Il y a d'abord, et vous le dites un peu dans le journal de préparation du livre, comment on prend des notes. Ça paraît stupide de poser cette question, mais on imagine bien qu'avoir un ordinateur face à soi, quand on est dans ce rapport de complicité, c'est pas possible. Il y a aussi une stratégie de prise de notes pour l'écoutante que vous êtes. Exactement, ça a été vraiment toute une chorégraphie à mettre en place. Donc évidemment, on avait décidé tout de suite que je n'enregistrais pas parce que tout devait pouvoir disparaître. Je ne pouvais pas être avec un ordinateur, donc j'étais avec un cahier et un stylo face à elle, voilà, face à elle individuellement. Et donc j'ai pris des dizaines et des dizaines de pages en écriture, manuscrites, souvent illisibles. Ensuite, quand je revenais chez moi, parce que... Il fallait être discrète aussi dans la prise de notes. Mais disons que je devais quand même avoir le regard sur elles. Elles avaient besoin de mon regard, donc regarder quelqu'un qui vous parle et en même temps écrire, c'est pas simple. Voilà. En même temps, parfois, la charge de ce qu'elle me confiait était si lourde que je devais baisser les yeux pour simplement, moi, reprendre ma respiration. Mais mon écriture est dans ces cahiers microscopiques et plus qu'elle me disait était violent et plus j'écrivais petit. C'était comme si j'avais pas envie que ça prenne de place parce que ça prenait déjà beaucoup de place dans les pièces où nous étions, dans l'espace où nous étions. Donc voilà, ça a été un travail comme ça de papier et puis beaucoup d'écoute. Quand je rentrais, il m'arrivait d'avoir 2 entretiens par jour, ce qui était beaucoup. Quand je rentrais, je ne me reposais pas tout de suite. J'étais encore avec elle pour essayer de me relire, de me souvenir, de clarifier ce qui avait été dit et puis d'extraire ce qui me semblait le plus important de façon à la fois suivante, continuer à parler avec elles si elles en avaient envie, parce que c'est très paradoxal. Ces femmes, une grosse partie de leur travail, c'est d'oublier ce qu'elles ont vécu. Et moi, je venais leur demander
demandé de se rappeler. Donc c'était souvent j'avais du mal à poser mes questions, à aller plus loin parce que je savais que de nouveau je faisais mal, mais elles avaient besoin elles étaient d'accord pour parler, voilà. Et ensuite, une fois que tous ces témoignages ont été recueillis, mon travail, et ça a été difficile de trouver la distance et la force dans les mots, et c'est pour ça que j'ai choisi la poésie, en fait, parce qu'elle me permet la concision et que j'ai l'impression qu'on entend mieux quand les phrases sont courtes, et que j'ai pu faire sonner la langue exactement comme je le voulais, et surtout que je voulais leur offrir la plus belle langue possible. Il n'était pas question de faire un travail documentaire du tout, il n'était pas question de raconter les 9 histoires parce qu'on aurait pu les identifier, mais au contraire de me servir de ce matériau qu'elle m'avait offert pour pouvoir rédiger des pages dans la langue qui, pour moi, aurait été la plus belle possible et la plus littéraire possible. Je voulais faire un livre vraiment de littérature avec un matériau vivant et douloureux. Voilà. Et donc, j'ai écrit ces textes-là, et chacun de ces textes, je les ai lus individuellement à chaque femme. Quand il y avait un mot qui leur déplaisait, je l'ai changé. Et donc, chaque texte, a été passé au tamis, vraiment, de l'écoute et de l'approbation des 9 femmes, et lorsque nous avons toutes été d'accord, eh bien c'est parti pour l'imprimeur, voilà. Mais et puis il y a eu ce moment aussi très très émouvant où d'abord de leur lire les textes, parce que elles, d'entendre leurs histoires mis en littérature, ça a été un très très grand moment, et ensuite de lire les textes face aux autres, parce que tout ça s'est passé de façon intime entre une et moi, et d'un seul coup ensuite ça a été toutes ensemble, et puis après ces textes ont été lus en public, et chaque étape a été décisive, et chaque étape les a renforcés encore, et a aussi là c'est un peu parallèle, mais a aussi créé une très très forte union entre elles 9, et ça c'était très important aussi, parce que on est, dans vos 2 cas, enfin surtout pour Carole, on peut être très isolé, effectivement, mais quand on est aussi victime de violence, on est aussi très 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 isolé. On est plus qu'isolé, on est totalement coupé de la réalité et coupé du monde, quoi. Donc revenir au monde, revenir dans la société, revenir simplement à parler avec une autre, à prendre un café avec une autre, tout ça est un apprentissage long, mais qui fonctionne. Alors, on l'a dit, ce café littéraire s'appelait Douleurs de femmes. On avait bien insisté sur le côté pluriel de ces douleurs de femmes. Et ça va au-delà d'ailleurs de la douleur de femme. C'est la condition de femme qui est en jeu ou qui est racontée dans vos livres. Et finalement, qu'est-ce que vous avez appris en écrivant ce livre? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même, Amandine? Parce que vous nous l'avez dit, ça, c'est parti. Il y a une expérience personnelle. On est toujours au cœur d'expériences vécues, croisées, rencontrées. Là, c'est une expérience personnelle. Donc, est-ce que ça vous a révélé des choses sur vous? Et est-ce que, bien sûr, ça a suscité des réactions de lectrices, de regards d'autres? Comment tout ça s'est mis en place? C'est drôle parce que en vous écoutant rappeler le nom de la thématique de la table ronde, douleur de femme. Alors c'est vrai que dans La femme brouillon, je parle de la douleur que ça peut être en tant que femme d'être enfermée dans ce rôle de la maternité. Mais je me disais, c'est aussi une douleur d'homme, en fait. Enfin, je veux dire, les hommes subissent aussi des clichés et sont aussi victimes de stéréotypes. Et je pense que beaucoup d'hommes ont envie de se réinventer. Et c'est aussi un livre qui parle de la façon dont on peut s'inventer en tant que père. Et par exemple, je pense que quand un père n'a pas l'espace, n'a pas le temps, ou quand tout simplement, et là, c'est plus du tout une question intime, c'est une question politique. Quand on sait que le congé paternité dure à peine 15 jours, et puis qu'ensuite, allez hop, le père, voilà, retourne au boulot, et ben finalement, est-ce que c'est... Alors, pour certains pères, est-ce que c'est pas une douleur aussi? Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, ce ne sont pas. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on dit que ce ne sont pas que des douleurs de femmes, en fait. Et je trouve qu'au contraire, il faut dire à quel point, et d'une, l'homme, le père peuvent être convoqués, mais aussi à quel point ces douleurs de femmes
ne leur appartiennent pas tant que ça, parce qu'on n'arrête pas de dire que ce qui compte aussi, c'est l'environnement, c'est le paysage dans lequel elles évoluent, sur lequel elles peuvent aussi prendre appui. Je trouve que c'est important. Vous avez de le raison de rappeler. le signaler, et pardon pour ce truisme, mais il est évident que dans toutes ces histoires qui nous préoccupent, qu'elles soient imaginées ou réelles, elles n'existent, ces douleurs, que par le rôle que va jouer ou que ne va pas jouer l'homme. Parce qu'évidemment, c'est un déséquilibre dans l'équation de la relation homme-femme. Donc vous avez raison de le souligner. Mais alors, est-ce que ça vous a appris des choses sur vous-même ? Est-ce que vous avez eu des témoignages ? L'après-écriture, parce qu'on n'aborde pas ces sujets sans être indemne, comme dirait l'autre. Ce qui est absolument, ce qui est un peu magique, je pense, quand on écrit un livre, c'est qu'à la fois le matériau de base, je l'ai dit, c'est un matériau qui est personnel, qui est intime, et ce qui est génial, c'est qu'au moment où le livre existe, il m'appartient et il ne m'appartient plus. Il va à la rencontre de lecteurs, de lectrices, et en fait, ce qui est très, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est à quel point cette histoire singulière, d'autres femmes, d'autres hommes s'en sont emparés. Moi, rien ne me fait plus plaisir quand on me dit votre livre, je l'ai offert, c'est un livre qu'on offre, qui s'offre beaucoup. J'ai le sentiment, y compris quand on va devenir maman, donc ça veut dire qu'on l'offre aux futures mamans. Oui, et en même temps, j'ai pas envie d'être la prescriptrice, vous savez, de dire c'est le livre idéal pour les jeunes mamans, parce que déjà, ce serait un peu enfermer les choses. Et puis moi, je suis aussi très touchée quand on me dit écoute, moi, je suis pas du tout. Moi, je ne connais pas l'expérience de la maternité. Peut-être que je ne la connaîtrai jamais. Mais ton livre m'a touchée parce que c'est aussi un livre qui parle de normes. Et je défie qui que ce soit dans cette salle de dire qu'il est complètement émancipé des normes. Donc voilà, c'est vraiment ouvert. Et après, voilà, et c'est aussi, je pense, l'enjeu de l'écriture. On parlait d'écriture économe, qui emprunte à la poésie, qui est par fragments. Moi aussi, je procède par fragments, et je pense que si je le fais, c'est pour aussi laisser de l'espace au lecteur, à la lectrice, de s'emparer des textes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont dit ça fait du bien que ça puisse se dire. Encore une fois, ce n'est pas de dire juste la colère ou la joie qui fait du bien, c'est de dire l'ambivalence, parce que c'est ça en fait, c'est de dire c'est pas ou joie ou colère ou rêve ou cauchemar, c'est rêve et cauchemar, joie et colère, et je trouve qu'on est dans une société qui laisse pas de place à l'ambivalence, et c'est cette ambivalence là que je veux donner, cette intensité en fait que je voulais partager. Et c'est vrai que votre livre soulève une question, mais là c'est peut-être un propos de lecteur, et certainement un propos de lecteur, si finalement pourquoi on continue à faire des bébés quand tout dans ce monde pourrait nous inciter à nous abstenir, parce qu'on peut pas dire qu'on soit dans une époque, enfin, les prévisions nous expliquent que le monde va bientôt s'écrouler. Il y a une part de, voilà, ça continue, on se demande pourquoi. Voilà, vous me parlez de vous, je ne sais pas. Mais c'est une question qui peut être soulevée au fur et à mesure de la lecture. Vous aussi, alors, comment vous êtes rentré, vous ressortez du livre, sachant que, en plus, vous l'avez dit, vous avez une plume aussi qui va vers les jeunes publics avec des dessinatrices. Vous avez même fait un livre pour expliquer aux enfants comment garder leurs parents, enfin comment faire garder leurs parents, parce que c'est vrai qu'ils sont occupés, c'est pas facile de faire garder ses parents. Comment on ressort de ce livre ? Alors, vous avez eu aussi beaucoup de témoignages, de regards, de lectrices. Oui, bien sûr. Lecteurs, beaucoup de lecteurs aussi, parce qu'il y a aussi de plus en plus de pères célibataires, et effectivement de mères aussi qui sont en couple ou qui sont qui sont pas forcément célibataires, mais qui ressentent pour autant on parle beaucoup de charge mentale aujourd'hui, mais qui ressentent la situation peser personnellement alors qu'elles sont en couple, qui ressentent quand même que le domaine de la petite enfance, du soin de l'enfant, tout comme celui du soin domestique, est encore le leur malheureusement, et donc qui se reconnaissent dans ce personnage de mère célibataire finalement alors qu'elles ne sont pas célibataires, et qui pensent pour beaucoup qu'il y a un statut spécial, que les mères célibataires sont vraiment aidées par la société et qui découvrent l'envers du décor. L'envers du décor. Et pour autant, je pense que sur le sujet de la maternité, là on touche aussi à un tabou extrême. On pense à Anémone qui est décédée il y a 3 jours et qui avait osé dire il y a 10 ans à la télé, je ne sais plus quelle émission, qu'elle regrettait d'avoir eu des enfants et qui s'était fait totalement laminer
après son intervention télévisuelle. C'est vraiment, on touche à une parole qui est hyper taboue. Alors, elle a absolument pas dit qu'elle avait vraiment regretté, mais simplement qu'elle avait regretté d'être mère, cette charge de maternité dont on ne se doute pas avant d'avoir un enfant, et les conditions de la maternité ou de la parentalité qui peuvent être, effectivement, comme tu disais, où on a l'impression d'un choix, et en fait, encore aujourd'hui, parce qu'on a la possibilité de prendre la pilule et la possibilité d'avorter, on pense du coup que c'est un vrai choix. Mais est-ce que c'est cette possibilité d'interrompre une grossesse qui fait que pour autant, c'est pas, est-ce qu'on est vraiment dans le domaine du choix quand on choisit de garder un enfant, ou on n'est pas plutôt tellement conditionné aussi dans notre société il y a aussi une parole qui dit que pour être une femme à part entière, il faut absolument passer par la maternité. Donc c'est ces paroles-là aussi qu'il faut déconstruire, et que je pense qu'ils sont encore extrêmement difficiles à entendre et à dire aujourd'hui. Donc pour ça, merci pour ton livre aussi. Ouais, c'est intéressant d'avoir ces tabous qu'on peut renverser, ces remerciements entre auteurs. Perrine, alors on imagine vous aussi qu'il y a... Il y a un apprentissage sur vous-même, vous avez appris à écouter, même si vous savez déjà écouter dans votre travail d'enquêtrice, mais là c'est une nouvelle écoute. Mais surtout, une fois que le livre part en voyage, puisqu'il vous appartient plus ce livre, on est dans quel état d'esprit? Parce que d'une certaine manière, bien sûr ces histoires sont anonymes, mais ces histoires vont être partagées. À aucun moment une des 9 femmes n'a soulevé la crainte de dire mais si jamais on me reconnaît, comment cette transition vers un objet à la portée, tout se réalise? Parce qu'après, le livre, il s'en va, vous l'avez tout dit, le livre ne vous appartient plus, il appartient au lecteur. Alors j'espère qu'on a pris assez de précautions et qu'aucune ne sera reconnue, et pour le moment il n'y a pas eu de problème. Moi j'ai reçu des menaces de mort d'un des hommes, mais voilà, je fais avec. Je me sens comme une guerrière. Je veux que ces silences autour des violences faites aux femmes se brisent. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de silence, et que souvent ce qui se passe à côté de chez nous, on ferme les yeux ou on détourne le regard, et c'est insupportable. Donc j'espère avec des récits comme celui-ci, avec des écritures comme celle-ci, qu'on en finisse avec ces silences et qu'on prenne vraiment la mesure de ces violences. Ce livre, je l'ai appris en arrivant ici, a reçu un prix des lycéens, et c'est fantastique parce que on m'a dit tous, c'est plusieurs classes, on dit mais il faut absolument que cette parole soit transmise, et je crois que c'est ça vraiment l'important, et notre nouveau combat avec les 9 femmes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est de transmettre cette parole-là. Et quand on voit que ce sont des lycéens qui ont décidé de donner un prix à ce livre, et qu'ils portent maintenant eux cette parole, et qu'ils ont une attention accrue, ou du moins maintenant éveillée sur ce que sont les violences faites aux femmes, et je me dis on a fait un bon travail, mais il faut vraiment poursuivre, quoi. Et vous n'auriez jamais imaginé que votre travail de femme d'écriture vous emmène à dire un jour à dire je me sens comme une guerrière, ça aussi? Si, c'était quelque chose. Si, c'est se battre contre. Oui, se battre pour. Oui, je n'écris pas, je n'écris jamais contre. Moi, j'écris pour libérer des paroles ou des secrets ou des silences. Voilà. Et là, c'était vraiment un travail capital. Je pense que c'est un travail capital, oui, que nous avons fait. Alors, comme nous allons bientôt conclure, il y a peut-être une question qu'on peut vous poser, qui peut apparaître comme une question piège, mais comment ne pas la poser? On a parlé des femmes, et même si vous aviez raison, Amandine, ça concerne aussi les hommes. C'est pas qu'une affaire de femmes, comme l'on dit un peu vulgairement, mais est-ce qu'il y a des femmes écrivains qui vous inspirent, puisque c'est aussi la thématique, et, vous qui nous faites l'amitié d'être là avec nous, vous le savez, cette année, le festival Lecture en tête a mis les femmes à l'honneur, et on ne s'en plaindra pas, bien au contraire, mais est-ce qu'il y a des femmes écrivains, ou même des hommes qui ont su célébrer la femme, que vous auriez à nous recommander, puisque Lecture en tête, c'est une invitation à lire aussi, peut-être parfois à écrire, puisque c'est vrai que face à des situations compliquées, l'écriture peut être un remède, mais aussi à lire. Alors, vous êtes prête, Carole? Vous êtes préparée à cette question piège? Non, mais je pensais que le jour où il y aura un salon du livre où on mettrait les hommes à l'honneur et une table ronde spéciale douleur d'homme, peut-être que... l'année prochaine, ici même, on pourra parler d'égalité. Je salue d'abord nos éditeurs qui sont tous des hommes et qui nous soutiennent. Il n'y a pas que... C'est vrai qu'on a des éditeurs hommes. Et sur la thématique justement de la violence conjugale, j'ai lu un livre récemment qui était extrêmement juste, qui était Je suis totalement battue, qui était une dame qui est bénévole dans un
dans un SOS femme battue, SOS violence conjugale, et qui a noté toutes les premières phrases qu'on lui disait au téléphone pendant plusieurs années quand les gens appelaient. Donc c'est toujours des phrases j'appelle pour rien du tout, c'est juste il y a un petit coup, toutes les premières phrases qu'on dit quand on appelle ce genre de service et qu'on est totalement j'imagine qu'on ne sait pas comment en parler. Donc tu parlais de la difficulté à parler de cette violence conjugale, et c'est vrai que la violence conjugale, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours sur son conjoint cette année, une femme tous les 4 jours l'année dernière, donc ça s'est encore amplifié. Donc c'est assez dingue qu'avec une ministre que ce phénomène continue à prendre de l'ampleur. C'est absolument inexplicable. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Pour moi, les féminicides, c'est pas un mot horrible, c'est la situation, la réalité qui est horrible. Et pour revenir aux femmes qui m'inspirent, aux auteurs, il y a autant des hommes que des femmes. J'aime beaucoup un auteur comme Laurent Mauvigné. J'aime beaucoup une autrice comme Valérie Mréjeune. Il y a beaucoup là dans le livre qui sont sortis. Il y a une auteure comme Pauline Abrois. Bref. Abrois, qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, femmes, effectivement, qui ont des paroles intéressantes, parce que nouvelles, parce que des paroles nécessaires. Les noms ne viennent pas forcément, mais il y en a énormément. Et Nathalie Sarraute, dans les auteurs qui m'ont vraiment influencée, moi, c'est une auteure qui, dans l'écriture en tout cas, parce qu'il faut parler aussi d'écriture, dans la forme d'écriture, m'a beaucoup libérée. Amandine ? Alors, spontanément, j'ai pensé à Annie Ernaux, qui est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup touchée, et qui a été une des auteurs, une des écrivaines qui m'a vraiment aidée à m'autoriser. C'est l'étymologie du mot auteur, c'est ça, s'autoriser. C'est très intéressant. Et du coup, ça résonnait aussi par rapport au fait d'être une guerrière. Moi, je crois que quand on écrit, pour moi, on est des guerrières, quel que soit le sujet qu'on évoque. Pour moi, ça procède toujours d'une urgence. Et je trouve que, pour moi, en tout cas, Annie Ernaux a été quelqu'un de très inspirant. Après, moi, je suis aussi très touchée par les écritures compactes, les écritures économes de la poésie. Je pense à quelqu'un comme Valérie Rousseau, par exemple, qui est une poétesse que j'aime beaucoup. Quelqu'un comme Sophie Géluca, dont j'admire beaucoup le travail. Voilà. Voilà, ce sont de beaux hommages et des invitations à lire. Et enfin, Perrine, vous aussi, dans ces autrices, c'est comme ça qu'on dit peut-être. En tout cas, certains, l'emplacement qui vous inspire, ou ça peut être des hommes ou des femmes, on l'a compris. Elle est décédée depuis un beau bout de temps, mais elle est pour moi l'émancipation principale de la langue et des droits aux femmes à créer. C'est Virginia Woolf, dont je ne cesse de plonger dans la richesse de pensée et de langage. Mais je suis, moi, tout autant influencée et nourrie par d'autres formes de création, c'est vrai, très très féminines. Je dirais par exemple les chorégraphies de Pina Bausch sont pour moi des écritures absolument capitales et qui soutiennent ma propre recherche d'écriture, ou une œuvre plastique comme celle de Louise Bourgeois, par exemple. Voilà. Ce sont des femmes extrêmement engagées, avec un vocabulaire d'une extrême richesse, et puisqu'on est dans les guerrières, pour moi sont des guerrières. Voilà, et on rappellera que vous, Perrine, vous serez ici même tout à l'heure à 19h pour nous donner lecture. Avec Nathiot, oui. Voilà, de Rouge Pute. On vous remercie d'avoir assisté à ce café littéraire. Et il y a ce mot que vous avez employé qui peut résumer finalement toute notre démarche, la transmission. La transmission, elle vous appartient à vous, lecteurs, en allant rencontrer les héroïnes, les guerrières que vous nous avez fait le plaisir de porter au fil des pages. Merci à vous, et puis merci également à vous.